Bonjour, bienvenue à notre deuxième webinaire sur l'intelligence artificielle d'une série de 4 webinaires. Aujourd'hui, on aborde le sujet « Comment l'humain et l'IA façonnent le travail du futur ». J'ai en ma compagnie Alex Garrigan et Samuel Mercier. Je les laisse se présenter dans quelques instants, mais avant tout, je vous explique un peu la mécanique du webinaire aujourd'hui. Dans un premier temps, on parle pendant 30 minutes, une rencontre très structurée. Vous allez voir, ça va être convivial. Il va y avoir un échange sur le sujet. Puis on termine avec 15 minutes de questions. Sentez-vous libre tout au long du webinaire. Vous pouvez envoyer vos questions dans le chat et on se prend un 15 minutes à la fin. Moi, je les vois rentrer puis je choisis mes préférés. Donc, on commence avec une petite intro, les gars. Alex, je te laisse commencer. OK, oui. Moi, c'est Alex Guirigan. Je suis consultant stratégique chez Levio, principalement axé sur l'expérience client. Donc, mon point de vue aujourd'hui risque de tourner beaucoup alentour de l'expérience client. Super, merci Alex. Samuel? Salut Antoine, salut Alex, content d'être avec vous deux ce midi. Donc, Samuel Mercier, je suis responsable de la pratique IA agentique chez Levio. Puis, je suis aussi un scientifique de données, un architecte de solutions en intelligence artificielle. Donc, je peux apporter ma petite dose de connaissances un peu plus peut-être techniques sur la maturité, ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Super, merci les gars. Content de vous avoir ce midi. Avant de sauter dans le vif du sujet, j'explique un peu en fait comment on va répartir notre rencontre aujourd'hui. Je voulais faire un crescendo. Comment on arrive au futur, évidemment, on va passer par le présent, qu'est-ce qui anime le présent, qu'est-ce qui est les tendances, qu'est-ce qui construit un peu notre quotidien. Dieu sait qu'on en parle matin, midi, soir, on en parle avec nos enfants, mais dans l'espace du travail. Ensuite de ça, comment on peut prendre des actions concrètes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien dans les décisions qu'on prend au quotidien. Puis finalement, l'apogée de notre crescendo va être sur le futur. Comment on voit le futur, quelle transformation on imagine pour le travail de demain. On voit la transformation, on la vit à chaque jour, que ce soit l'application de l'IA au niveau de la transformation des tâches routinières ou des transformations au niveau des tâches, des chaînes de valeur extrêmement complexes dans la petite et la très grande organisation. L'humain prend une place importante comme pilote, mais on parle souvent de remplacer l'humain, on parle souvent d'augmenter l'humain. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans un avenir très rapproché? On a vu des actes, des cadres, autant au niveau de l'ONU qu'au niveau du Canada avec la charte pour l'IA responsable que Levio d'ailleurs a signé, qui sont des instigateurs un peu de gouvernance, des pas dans la bonne direction. Mais si je me permets d'engager la discussion, comment on se positionne par rapport à ça en termes de tremplin vers qu'est-ce qu'on a de besoin présentement. Ouais, je peux peut-être y aller, hein, je me lance, mais c'est des sujets intéressants, c'est important d'en parler parce que le futur, dans les faits, on ne le connaît pas, donc c'est important d'y réfléchir tout de suite. L'intelligence artificielle, je pense qu'on est tous d'accord que ça va être une révolution importante et intéressante. Puis tu as mentionné la charte, le code de conduite volontaire pour l'intelligence artificielle, donc il y a différents niveaux de réglementation, de réflexion, mais moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est comment qu'on va à une échelle inférieure, comment qu'on ramène ça à une échelle d'une entreprise dans nos cas d'usage, comme par exemple, si on parle de faire de l'intelligence artificielle pour le bien, mais dans le pratico-pratique, comment tu appliques ce principe-là à un cas d'usage? Comme par exemple, on a souvent fait face, je pense, chacun a des cas d'usage où est-ce qu'on peut facilement développer un argumentaire comme de quoi le cas d'usage a un côté positif pour l'humanité, par exemple, mieux servir le client. Mais il y a souvent un penchant négatif qui vient avec, comme par exemple d'automatiser une tâche, de remplacer un humain. Donc, comment est-ce que tu gères la balance? Comment est-ce que tu fais l'arbitrage au bout du compte? C'est un peu ça qui m'anime par des temps qui courent, qui est peut-être compliqué pour la plupart des gens qui nous regardent. Hein. Ouais, c'est un bon point parce que, je veux dire, l'utilisation de l'IA, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, c'était toujours derrière nous, mais là, c'est plus juste autour de nous. On l'utilise au quotidien. Puis comme tu dis, c'est un peu nouveau. Donc, c'est comme des c'est comme des élèves du secondaire ou du primaire. Puis, je veux dire, on l'utilise soit en cachette, pas nécessairement, gouverné. Il y a une utilisation aussi de dire, est-ce qu'on est capable de respecter aussi? Y a-t-il des gens qui sont délaissés ou laissés de côté? Il faut vraiment regarder tout ça. Puis, je pense que c'est vraiment un moment très intéressant de regarder ces aspects-là au niveau de l'éthique, la légalité, la gouvernance et tout ça, puis d'amener ça en amont plutôt que d'attendre et d'attendre et d'attendre. Donc, le moment d'hésitation est vraiment là où est-ce qu'on rentre les deux pieds dans le mouvement d'IA pour commencer à mettre ça en application et en pratique de façon responsable. Absolument.
Merci les gars, c'est une super introduction. Évidemment, c'est un sujet qui est pressant, c'est un sujet qui est important. Je nous ramène, malgré la philosophie de l'aspect tactique de ça, à un sujet plus présent. Comme je mentionnais au début, on va parler du présent, on va parler de comment on façonne, puis finalement du futur. Commençons par le présent. Qu'est-ce qu'on voit présentement sur le marché d'un point de vue technique, avancement, utilisation de l'intelligence artificielle qui est soit à la pointe de la technologie ou qui est émergent présentement? Samuel, tu veux... Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui cherchent de l'automatisation. Donc, c'est sûr qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter nos revenus, pour faire de l'hyper-personnalisation. Je pense qu'Alex est en mesure d'en parler plus que moi. Mais pour ce qui est de l'automatisation, c'est un peu, pour utiliser une mauvaise expression, de low-hanging fruits. Donc, c'est l'aspect où est-ce qu'on veut réduire nos coûts, où est-ce qu'on veut automatiser des tâches simples, des tâches répétitives. Donc, on s'en va certainement vers là. Sinon, je pense qu'on essaie actuellement d'utiliser l'intelligence artificielle pour des secteurs où historiquement, on pensait qu'on irait chercher des gains avec l'IA, mais qu'on n'a pas encore réussi à le démontrer. Puis je parle notamment ici de tout ce qui est chaîne de distribution. Ça me vient en tête, par exemple, si on a des clients qui sont dans le domaine de l'alimentaire, qui fait partie des secteurs parmi lesquels j'ai travaillé par le passé. C'était assez difficile avec l'IA traditionnelle de travailler dans ces secteurs-là, où est-ce que c'est multisources de données, où est-ce que la logistique est complexe. Donc, avec les technologies d'aujourd'hui, on peut venir prendre de l'intelligence artificielle un peu plus poussée, capable de considérer des volumes, des sources de données plus diverses, des volumes de données plus importants, puis d'aller chercher des gains qu'on voulait aller chercher il y a de cela 2 ou 3 années, mais qu'aujourd'hui, on est maintenant en mesure de réaliser avec des modèles d'IA plus avancés. Ouais. C'est vrai, effectivement. Ouais. Ben, sur ça, Samuel, ce qui est très intéressant, c'est que là, l'intelligence artificielle, on travaille pas juste autour de nous, on travaille littéralement avec à tous les jours. Il y a peut-être 6 mois de ça, c'était peut-être 1 heure ou 2. On passe énormément de temps, donc ça devient un collaborateur. Puis ce qu'on sent, c'est que pas juste un collaborateur, ça va aussi évoluer vers un aide à la prise de décision. Ce que je remarque aussi dans ce contexte-là, c'est dans des contextes de retail, par exemple, de commerce de détail, c'est un potentiel qui va permettre vraiment de bridger ou de moins de réduire ce gap-là, désolé de l'anglicisme, entre le physique et le online. Vraiment, l'omnicanal risque d'avoir vraiment ce potentiel-là dans la mesure où est-ce qu'on commence, où on va éventuellement briser ces silos ou ces segmentations-là entre unités d'affaires pour réellement offrir une prise de valeur, un parcours simple, un parcours enrichi et aussi, dans le fond, une expertise à plus grande échelle. Donc, dans ce contexte-là, il va falloir quand même faire attention comment qu'on l'utilise. Quand on l'utilise devant son bureau, on a des essais et erreurs, mais dans des contextes d'affaires, surtout quand tu as 3 piliers, qui est le client, l'employé, puis l'opération qui vient connecter un peu ces 2 univers-là, ben, tu as moins de chance à l'erreur. Donc, il faut vraiment avoir ces garde-fous-là qui vont nous permettre de l'utiliser à bon escient, de façon efficace, mais aussi de façon très responsable. C'est un sujet qui va certainement toucher Alex. On parle souvent d'augmenter ou remplacer. On parle éventuellement, en fait, qu'il va certainement avoir des gens sur des chaînes de valeur complexes qui vont être remplacés. On parle qu'on va pouvoir rapprocher peut-être un peu plus l'humain du service de contact, l'humain de l'interaction en automatisant d'autres morceaux qu'on pouvait pas, à ton point, Samuel, automatiser avant. Fait qu'est-ce qu'on assiste, en fait, à un changement de paradigme où la technologie, l'IA va nous permettre d'accélérer des tâches qu'on n'avait pas l'habileté de faire. On était pris, en fait, à les faire manuellement pour nous permettre de se rapprocher plus du client, par exemple. Ben oui, l'automatisation, puis je vais laisser Samuel en parler par la suite, mais tu sais, moi, je me rapporte toujours aux 3 piliers d'alignement dans le contexte d'un employé, d'un client, puis de l'opération qui vient connecter ces 2 univers-là. Mais je pense que ça va changer qu'est-ce qu'on fait au quotidien et de la façon qu'on travaille. Et je pense que toute expérience qu'on a tous les jours dans la vie, on vit 3 choses: des problèmes, des projets et des tâches. Dans ces contextes-là, je veux dire, là, en tant qu'employé ou en tant que client, j'ai peut-être une façon différente d'aborder ces problèmes-là, ces projets-là et ces tâches-là. Donc, je pense que ça va vraiment changer la perspective de la façon qu'on aborde un projet ou une tâche ou quoi que ce soit pour permettre justement d'avoir un parcours plus simple, un parcours plus efficace et surtout un parcours plus humain.
Oui. Mais moi, j'aimerais ajouter que j'aime ça que tu poses la question en termes de changer la nature du travail et non pas en termes de remplacer un humain, parce que dans les faits, c'est ce qu'on observe actuellement. Est-ce qu'on va avoir une discussion différente dans 5 ans, dans 10 ans? Peut-être, mais à l'instant T, aujourd'hui, c'est vraiment une question de changer la nature du travail. Puis je peux peut-être même vous partager un cas que je trouve intéressant, mais un certain paradoxe, c'est qu'il y a plusieurs cas documentés de compagnies qui ont mis en place pour leur centre de relations clients, tu parlais de relations avec le client, Alex, qui ont mis en place des kiosques de libre-service, des chatbots qui ont super bien fonctionné. Puis l'objectif avoué, c'était de réduire le volume de ressources nécessaires pour répondre aux appels des clients. Mais dans les faits, ça a engendré le contraire. Il a fallu qu'ils embauchent de nouvelles ressources pour répondre aux clients parce que ça a réduit un point de friction en termes de contact avec le client. Donc, les chatbots fonctionnaient tellement bien que les clients venaient plus poser de questions via ce chatbot-là. Puis, il y a toujours une certaine forme d'escalade d'un agent humain quand une question devient plus complexe. Donc, au total, l'effet est positif. Là, ultimement, tu réduis un point de friction avec le client. Donc, 100%. Forcément, t'as créé quelque chose de positif, mais t'as pas remplacé un humain. Dans les faits, t'as vraiment augmenté ton service client d'une capacité supérieure de répondre aux besoins de ta clientèle. Mais c'était tellement un bon point, Samuel, sur éliminer les frictions à travers tous ces segments-là qui font en sorte que, justement, t'es pas là pour réduire la capacité humaine, mais justement l'augmenter pour en prendre plus de façon plus profonde. Donc vraiment, la façon de changer la façon de travailler, ça va être quoi tes responsabilités? Plutôt que ce soit des tâches, là, peut-être plus en résolution de problèmes, tu vas peut-être être plus créatif, tu vas peut-être plus en prise de décision, mais je veux dire, ça risque de changer plutôt que de réduire. Bon, on va peut-être en avoir davantage de besoins pour attaquer justement ces problématiques-là d'un point de vue client. Oui, c'est intéressant d'avoir ce mindset-là que dans certains secteurs, si tu offres un meilleur service grâce à l'intelligence artificielle, la demande va augmenter. Ouais. Donc, au net, tu peux avoir un impact positif sur tes employés aussi. On parle d'impact positif, ça me permet d'amener à la deuxième étape de notre conversation. On parle du présent, des technologies qu'on a présentement. La deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on fait pour de bien ou de mal, qu'est-ce qui est à proscrire ou qu'est-ce qui est le bon chemin à prendre dans l'adoption de ces cas-là. Je me permettrais peut-être de prendre un peu la manière dont on fonctionne. Je pense qu'on s'est développé une manière de travailler qui est éprouvée au marché, de ramener ça dans des cas un peu plus petits, plus rapides, qui prouvent de la valeur plus rapidement. Si on peut prendre un cas un peu plus petit puis en donner quelques exemples, qu'est-ce qu'on fait de bien puis qu'est-ce qu'on évite en fait de faire pour être capable de paver la voie au travail du futur, en fait. Là. C'est une bonne question, Antoine. C'est une grosse question. Je pense qu'il y a plusieurs variables dans l'équation, mais une première que je dirais, un point de vigilance peut-être, c'est de ultimement pas utiliser l'intelligence artificielle comme excuse, comme opportunité de se dénaturer. Si je donne un exemple, moi, historiquement, je travaillais dans le secteur du commerce de détail, puis on avait décidé de lancer une offre numérique, donc des API basées sur l'intelligence artificielle qui permettaient d'analyser des photos. Donc, on offrait ça à l'écosystème, puis les gens pouvaient utiliser cette API-là en échange d'un frais pour faire de l'écoute sociale, par exemple. Puis le raisonnement, la logique était là, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Puis je pense qu'on pourrait dire qu'on s'est trop dénaturé par rapport à la mission de notre entreprise. On a vécu une forme d'engouement, une forme d'enthousiasme attaché à l'intelligence artificielle, mais on était trop différent de ce qu'on faisait historiquement. Donc déjà là, je pense qu'il faut avoir une forme d'alignement. On répète souvent ce mot-là ensemble, Alex, le mot alignement, mais je pense qu'il faut aligner nos forces, nos capacités humaines historiques avec ce qu'on veut faire réellement avec l'intelligence artificielle. Ben, c'est un très bon point. Dans la mesure où est-ce que tu vas trouver ton équilibre, c'est dans l'alignement et la cohérence. C'est pas toujours qu'est-ce que l'IA peut faire pour nous, mais qu'est-ce que ça représente dans l'organisation. Puis encore une fois, c'est sûr qu'on a des outils, on a des systèmes en place, mais sur ton point, l'utilisation à plus petite échelle, qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice? Comment que ça va être adopté en amont? Comment que ça va être répandu par la suite? Et c'est là qu'il faut travailler sur du plus petit, de l'itération. Puis si on se trompe, mais c'est la beauté de la chose. On va devenir des praticiens, on va devenir des utilisateurs, et ce qui va faire en sorte qu'on va développer nos façons de faire. Puis ça, on sera pas des gérants d'estrade qui observent, mais des gens qui utilisent et qui sont capables d'aiguiller la tendance, où est-ce que ça s'en va, comment qu'on peut améliorer ça.
Donc, dans un contexte d'entreprise, que ce soit le commerce du détail, l'assurance, la finance, peu importe, je pense que ce n'est pas de dénaturer ce que l'entreprise représente, mais justement, c'est de l'amplifier, de l'améliorer, puis justement de faire en sorte que cette collaboration-là entre tes employés et tes clients se fasse de façon humaine et qualitative. Tu parlais d'efficacité. L'efficacité, c'est pas tout. Parce que plus, je veux dire, l'IA va justement augmenter ce qu'elle offre déjà présentement. Donc, plus il y a de chaos, plus cette augmentation de chaos-là pourra s'amplifier. Le chaos, absolument. Justement. Ouais. Je sais pas, Samuel, tu peux glisser un point sur justement la notion. On parle d'amplifier le chaos, on parle tu sais, l'IA est accessible à tous présentement dans l'organisation. Les organisations doivent se doter de cadres de gouvernance, mais au travers de ça, on sait que, pas nous, on utilise un paquet d'agents à gauche et à droite. Comment, en fait, on peut, dans ce contexte-là, avec la gouvernance qui est en place, mais être capable d'avoir les bons outils pour guider les employés au travers de ça, ou du moins essayer de prendre la bonne direction pour le travail de demain. Excusez-moi. C'est une bonne question que tu poses. C'est une grosse question. Moi, j'aimerais aller sur le ciel Shadow AI, qui est un peu similaire à ce que celui que tu mentionnes. Je connais pas ça, le Shadow AI. AI. Dans les faits, le Shadow AI, c'est l'idée que les employés utilisent des outils d'intelligence artificielle qui sont proscrits selon la gouvernance de l'entreprise parce que lorsqu'on utilise des outils sans protection commerciale, il peut y avoir certains risques de fuite de données et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce que tu mentionnes en termes d'utiliser les bonnes approches dans une entreprise de manière sécuritaire, de manière responsable. Puis ça, ultimement, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui doivent faire un travail de réflexion dans l'optique d'équiper leurs employés avec les bons outils. Parce que si on interdit l'utilisation, tu parles d'outils, de copilotes, d'agents, si on proscrit cette utilisation-là par un principe de précaution qui est peut-être un petit peu trop prise en compte, ben c'est dans ces contextes-là que dans les faits, on va avoir un effet pervers d'augmenter le risque qu'il y ait des fuites de données ou ce genre de choses-là. Donc, de créer un environnement technologique qui est performant pour les employés, je pense que c'est un point de vigilance qu'on voit souvent en clientèle, puis qu'on doit réfléchir pour plusieurs cas. Même. C'est un très bon point dans la mesure où c'est pas juste un changement technologique, c'est un changement culturel. Donc, l'organisation en tant que telle doit justement ou devrait mettre en place des champions, des gens, tu sais, je veux dire, ça se fait avec nos gens. Puis on a différents types de personnes dans une entreprise. Il y en a qui sont plus innovateurs, il y en a qui sont plus observateurs. Il faut utiliser ces mécaniques-là, ces gens-là pour justement amplifier, entraîner, propager, parce que justement, c'est pas une certification nécessairement ou un workshop qui va faire quelque chose sur lequel que tu as besoin d'exécuter et faire à tous les jours. C'est quelque chose qui doit se faire, c'est un entraînement. Ouais. Comme un athlète, on doit s'entraîner à tous les jours, on s'entraîne pas une fois par semaine. Ouais, absolument, je suis d'accord. Je vois le temps qui file. Déjà, j'ai des questions qui rentrent. Je vais aborder peut-être le dernier volet de notre discussion avant de sauter aux questions. On parle du futur. Comme responsable d'innovation, c'est mon sujet du quotidien. Je suis curieux de vous entendre sur à quoi ressemble le futur, le travail du futur avec ce qu'on vient de discuter? Comment on peut faire pour, évidemment, structurer l'IA, avoir une IA qui est responsable, qui est éthique, qui supporte la transformation des organisations aussi, puis que l'humain reste au milieu de tout ça. Donc, dans ce contexte-là, le travail du futur, pour vous, ressemble à quoi? Je pense que le travail du futur, en tout cas pour moi, tu sais, on commence à se réfléchir, puis on n'a pas une réponse définitive, mais je pense que de devenir un super employé, tu sais, d'avoir les capacités de pouvoir pas juste faire des tâches, mais régler des problèmes, être plus stratégique, pouvoir aider nos collègues, mais aussi la promesse qu'on fait à nos employés. Donc, avoir des agents ou avoir des collaborateurs qui permettent d'amplifier ça de façon qualitative, simple, fluide et hyper personnalisée par rapport au contexte, au moment d'une situation. Je pense que c'est ça qui enrichit justement le travail que je pourrais faire dans le futur, mais aussi ce que je pourrais offrir, dans le fond, à mon client ou à mon partenaire. Je pense qu'il y a ce volet-là qui est hyper excitant. Oui, non, tout à fait. Mais je pense que si on se projette dans le futur, je pense qu'on va tous devenir des gestionnaires à quelque part. Il y en a qui vont rester des gestionnaires humains, évidemment, mais tout le monde va devenir des gestionnaires d'agents IA, donc des orchestrateurs, avoir une équipe d'agents IA à son service.
Puis ultimement, aussi, je pense qu'un autre point important dans notre développement de carrière, c'est que la vitesse à laquelle l'environnement technologique change, c'est accéléré par rapport au passé. Donc, je lisais une étude dans le secteur financier qui disait que les compétences clés pour un métier historiquement évoluaient à chaque 5 et 6 ans. Aujourd'hui, ça évolue à chaque 12 et 18 mois. Donc, il y a un changement de mindset qui vient avec ça. Donc, l'idée de se réinventer, l'idée d'être agile, l'idée d'être en apprentissage continu, je pense que c'est un mindset dans l'emploi du futur qui va devenir de plus en plus important. Ouais. C'est plus juste des diplômes qui vont permettre de qualifier, ça va être tes compétences de façon développée, de façon continue. Ouais, ça, c'est une opportunité. Hein. C'est démontrer que les gens qui acquièrent des compétences en intelligence artificielle, ils ont une progression salariale plus rapide. Donc, il n'y a pas juste des aspects négatifs, il y en a bien évidemment. Il y a aussi une opportunité d'entrer dans la vague et de se former sur ce point-là. On va tous devenir des petits entrepreneurs. Ce qui rend encore plus difficile, j'imagine, le choix de parents ou d'accompagner ses enfants aussi dans la direction scolaire. Là. Mais c'est un sujet pour un autre webinaire. Les questions arrivent en plusieurs. Donc, je vais essayer d'en choisir rapidement une. Je m'excuse, donnez-moi 2 secondes. Quels sont les principaux défis que rencontrent les organisations quand elles implantent l'IA? Très bonne question, puis j'en ai pour 3 heures. On en a pour 3 heures. Je pense que c'est un projet ou que des pilotes ou une preuve technologique, je pense que c'est déjà le point de départ et peut-être pas nécessairement bon. C'est quoi les problèmes qu'on doit régler? Puis justement, ton point tantôt, de ramener ça à la plus petite expression, simplement pour voir comment qu'on va parcourir ça, comment qu'on va démontrer de la valeur et surtout comment que ça va pouvoir s'intégrer dans le contexte, dans les fonctions d'entreprise en utilisant justement l'adoption de ces employés, de ces gens. On a besoin de sponsorship. Ça peut pas être un projet à part. Et je pense que c'est là que les problématiques, ou du moins les projets IA peuvent échouer ou peuvent justement avoir du succès. Mais faire plus petit, Alex, ça veut pas dire nécessairement de faire fi des cadres de gouvernance. Non, justement, c'est de les intégrer en amont. Puis, je veux dire, dans un cadre plus contrôlé, aller vite, ça veut pas dire nécessairement aller sans gouvernance. Ça veut justement dire c'est pas de et avoir la gouvernance en contrepartie ne veut pas dire ralentir. Ouais. Sauf que ce que ça fait, puis je ramène un des sujets qu'on avait abordé dans notre premier webinaire. Okay. La majorité des cas d'utilisation qui ont été faits très rapidement avec l'IA ont échoué. On les attachait pas nécessairement à de la valeur, on ramenait pas ça assez petit. Dans une mesure où on est capable d'apprendre puis d'itérer très rapidement sur ça. Donc, c'est un cycle infernal de pilote. Toujours. Oui. Toujours. Oui, Samuel? J'ajouterais qu'il faut avoir un cadre de gouvernance qui est flexible, qui est proportionnel à la prise de risque. Parce qu'un pilote, une preuve de valeur en 100 jours sur des données synthétiques n'a pas la même prise de risque 100%. Qu'un déploiement en production. Or, souvent, on se dote d'un unique cadre de gouvernance et on va faire passer toutes les initiatives, à la fois les petites et les grandes, par ce cadre de gouvernance-là. Et ça peut être un des points de friction, une des raisons pourquoi c'est trop long. Donc, il faut amener cette flexibilité-là. Très bon point, absolument. Oui, effectivement. Je saute à la prochaine. Déjà, comment s'assurer que les projets d'IA suivent la stratégie d'affaires et ne sont pas juste de l'innovation pour innover? Ah oui, ça... quelqu'un qui m'a envoyé une question? C'est peut-être moi qui te l'ai envoyé. Non, je pense que c'est pas des projets, c'est plus la convergence. Dans la mesure où est-ce que l'IA va venir justement régler des problèmes qui sont déjà dans ta feuille de route. Je pense qu'il faut l'amener là dans un cycle de convergence. Donc, comment l'intégrer va toujours demeurer comme n'importe quelle feuille de route ou intégration, quel problème tu peux régler, puis comment que ça peut s'intégrer justement pour garder cette cohérence-là, cette mission d'entreprise-là que tu as établie déjà en amont dans un plan 5 ans ou dans un plan 10 ans. Donc, l'IA va changer, tu l'as dit, va changer rapidement. Donc, il faut avoir cette flexibilité-là, pas nécessairement penser trop loin parce que ça change
trop rapidement. Absolument. Oui, puis j'ajouterais aussi que c'est pas parce qu'on a des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, de l'IA générative, des agents IA, que les technologies historiques, peut-être plus robustes, n'existent plus soudainement. Donc, il faut pas assumer dès qu'on a un besoin d'automatisation, je dois faire rentrer de l'agentique pour régler ce problème-là. Donc, il faut aussi être raisonnable dans nos choix technologiques. Et puis je reviens là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime, là, évidemment. L'innovation, c'est l'IA, l'innovation, c'est ce qui fait ma job présentement. Puis nombreuses fois, on parle de l'IA comme on doit en faire. On doit le faire, on doit attaquer ça, on doit en avoir dans l'organisation. Il y a de l'exécutif qui nous dit on doit faire l'adoption de l'intelligence artificielle. Puis à ton point, Alex, quand on ouvre le capot, on commence à poser des questions sur les problématiques au niveau de la donnée, au niveau des infrastructures, au niveau de l'humain aussi dans l'organisation. Comment le problème, des fois, les problématiques n'ont pas de corrélation, de couleur IA. Ce n'est que de l'automatisation des fois, où on vient justement au système historique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'IA, au contraire, mais des fois, il faut ramener à une plus petite expression et la problématique n'est pas... Mais pour pouvoir utiliser, mettons, on va dire de l'IA ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, puis tu l'as dit, c'est pas historiquement parlant, tu sais, il y a tout ce facteur-là. Un des plus gros problèmes, c'est pas nécessairement la technologie, c'est souvent les gens et les processus. Si on est capable de bien placer, travailler ça, on peut peut-être mieux intégrer ces technologies-là pour justement faciliter, augmenter. Fait que c'est les gens le problème. Mais c'est la technologie aussi. Je pense que parfois, on a tendance à surestimer la maturité de l'intelligence artificielle parce que ça fait des choses exceptionnelles. Mais il ne faut pas penser qu'un processus ultra complexe avec plusieurs aides à la tâche, plusieurs bases de connaissances, plusieurs systèmes métiers, on ne peut pas magiquement intégrer un système d'intelligence artificielle qui va en faire de l'automatisation. Donc, il faut quand même rester raisonnable. Ça fait plusieurs choses. On a beaucoup de gains à aller chercher, mais il faut rester raisonnable dans son utilisation. Mais c'est pour ça, des fois, les tâches mondaines ou les tâches plus simples, c'est là qu'on a probablement des gains qui ont un plus gros impact. Oui, puis je pense qu'à ce niveau-là, tu sais, quand je dis c'est les gens le problème, c'est pas les gens le problème. Non, en fait, c'est l'interaction avec la machine ou le système historique. Puis, tu sais, dans la tâche mondaine, il va y avoir un bénéfice pour l'employé aussi. Hein, parce que je connais pas beaucoup d'employés qui aiment faire des tâches répétitives à haut volume, puis justement des tâches mondaines. Des comptes de dépenses. Combien de fois j'ai entendu... Oui, effectivement, les comptes de dépenses, Alex. mais combien de fois je l'ai entendu, tu sais, l'IA peut justement me faire apprécier mon travail davantage. 100%. Parce que je vais réduire des choses qui me tuent au travail. C'est aussi, tu sais, c'est un des impacts positifs. Les questions n'arrêtent pas de rentrer. J'en prends un autre rapidement. J'espère qu'il nous reste assez de temps. J'essaie de regarder le timer. Quelle est la meilleure quelle est la meilleure façon de former les équipes pour que l'IA soit vue comme un outil utile et non comme une menace? Il est un peu touché en début de webinaire, mais on se permet un retour. Je pense que d'une part, il faut former les gens. Donc, quelle est la meilleure façon de les former? Déjà là, ça commence par l'idée de les former. Donc, il faut augmenter la littératie en IA. Donc, on parle toujours d'IA, on parle toujours d'agentique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'avoir une simple terminologie de base pour tout le monde, d'offrir cette opportunité-là, je pense que c'est essentiel d'une part, c'est la base. Puis, d'autre part, j'ajouterais qu'il faut impliquer, je pense, nos employés dans l'intégration de l'IA dans une entreprise. Donc, je pense que l'IA ne doit pas arriver comme un cheveu sur la soupe, ça ne doit pas arriver comme une surprise, ça doit plutôt être d'une certaine manière une co-construction avec les employés. Donc, discuter avec les employés de justement quelles sont leurs tâches mondaines, où est-ce qu'ils aimeraient avoir un accompagnement, puis par la suite leur créer un environnement technologique qui répond à ces besoins-là. Donc, le faire en partenariat avec les employés et non pas une décision un petit peu exécutive qui n'a pas été planifiée et communiquée. Ouais. Très bien dit. C'est vrai. Mais ça revient, j'adore ce que tu mentionnes, Samuel, parce que ça revient justement au problème. Si on revient à la nature du problème, comment on fait pour le décortiquer, si on veut avoir une adoption saine... Faut pas laisser les gens en arrière. Faut pas, en anglais, on dit « left behind ». Et je pense qu'à ton point, c'est justement de les ramener. Ça peut pas être imposé. Il faut que ça soit fait avec les intervenants qui vont l'utiliser. Oui, puis tu sais, je pense en fait, tu mentionnais tantôt le AI, le shadow AI. Justement, oui. Pour moi, c'est la croisée des chemins, là, tout ça. Tu sais, oui, il y a les formations,
le Shadow AI, il y a les guidelines que l'organisation peut apporter à ses employés. S'il y a une cohésion dans tout ça, je pense qu'on met la table pour un futur qui est prometteur, mais qui est très engageant aussi pour les employés. Je ne sais pas si on peut toucher rapidement peut-être sur certaines sources. Je sais qu'il y en a qui vont probablement poser la question. Je ne l'ai pas vu arriver encore, mais si on parle de formation ou de cadre, est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Ou je sais que plusieurs de nos partenaires hyperscalers qui en ont. Est-ce qu'il y en a d'autres en dehors de ça, Samuel, où on peut diriger les gens? Ben, honnêtement, ma recommandation, c'est de faire des formations sur mesure. C'est plus engageant pour le personnel. Puis Alex, tu parlais de champions. Dans toutes les entreprises, il y en a des gens qui ont appris l'intelligence artificielle. Il y en a des gens qui ont de l'appétence pour l'intelligence artificielle, qui ont les connaissances suffisantes pour faire des plans de formation à leur équipe. Donc, on parle pas d'une nécessité d'aller se certifier sur les hyperscalers, simplement d'offrir des formations adaptées à la réalité de l'entreprise par quelqu'un de l'entreprise. Je pense que c'est une belle manière d'attaquer ce sujet-là. Ouais. Et ça se fait de façon plus continue parce qu'il y a cette proximité-là. En sorte que, je veux dire, tu peux pas entraîner quelqu'un une fois sur, comme on l'a dit tantôt, là, une fois une semaine, en pensant que c'est réglé. C'est quelque chose qui doit se faire de façon, souvent, parce que ça va évoluer justement les nouveaux outils, la combinaison, comment l'utiliser, la sensibilité. Je pense que c'est là où l'avantage aussi, c'est que présentement, ce qui fait que l'IA est aussi omniprésente, c'est qu'elle est puis là, je viens de dire un synonyme, là, c'est mainstream, comparativement à beaucoup de technologies qui ont passé. On travaille en technologie, on a fait notre carrière là-dedans. Il y a d'autres technologies qui sont passées puis qui ont eu un impact sur le marché du travail. Mais la différence, là, c'est que nos enfants l'utilisent, notre mère l'utilise, nos grands-parents en parlent de ChatGPT. Ce que ça fait, en fait, c'est que là, il faut développer non seulement la compétence, mais l'intérêt, puis il faut structurer. Avant, on parlait d'interface et de rapidité. Là, vraiment, c'est le fondement de comment et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc, je veux dire, il y a vraiment une introspection, justement, de ma fonction dans la société, ma fonction dans un cadre de travail qui va changer, qui va évoluer plus drastiquement. Mais je pense que l'implication, justement, là, est très importante de comment qu'on aborde et toutes les étapes qu'on prend dans un futur positif va être important. Donc, plus on est investi, je pense que ça va payer dans le futur. Là, on est proactif, ça va payer parce que les gens aussi ont des craintes par rapport à ça dans plusieurs entreprises. Oui. Ils pensent qu'ils ont des risques parfois pour leur emploi, mais des risques qui ne sont pas nécessairement justifiés, surtout s'ils rentrent dans la vague puis qu'ils se mettent à utiliser ces outils-là comme collaborateurs. Donc, d'être proactif sur la formation, c'est certainement payant. C'est payant. Oui. Je suis partagé entre les deux dernières questions parce qu'ils sont en lien avec ce qu'on vient juste de parler, mais je vais y aller avec, je pense, il n'y a pas de meilleure, je m'excuse, il n'y a pas de meilleure question. Je vais y aller avec, je pense, celle qui est le plus alignée avec ce qu'on vient de discuter. C'est quoi les protections, quelles sont, excusez-moi, les protections qui peuvent empêcher l'utilisation d'outils IA non autorisés dans des processus internes. Fait que là, on parlait de Shadow IT tantôt. Shadow IT. Shadow AI, oui. Shadow AI, c'est Fait qu'est-ce qui peut, en fait, empêcher l'utilisation d'IA non autorisées dans une organisation? Je te regarde, Samuel, mais... Oui, ultimement, je pense qu'on l'a déjà mentionné, c'est d'équiper les gens avec les bons outils, puis aussi le faire en se rappelant que il y a toujours un risque à utiliser des outils gratuits. Donc, c'est les versions payantes vers lesquelles il faut se diriger, malheureusement, lorsqu'on est une entreprise. Quand on fait le calcul budgétaire, 20 $ par employé par mois, oui, ça peut s'additionner à la fin du mois, mais si chaque employé devient 10% plus performant et que tu as un environnement plus sécuritaire parce qu'ils n'utilisent plus leur compte personnel, c'est quand même à réfléchir. Et justement, tu répares pas les problèmes, tu répares moins. Tu les anticipes, t'équipes, comme tu dis. Puis justement, c'est un changement organisationnel, c'est une transformation de l'organisation. C'est pas des silos là qui doivent s'opérer indépendamment. Donc, si l'organisation décide de mettre ça en place de façon proactive, d'investir, ben justement, ce compound value-là va payer à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Il va simplement... Je veux dire, dans un an, là, on va devenir tellement meilleur collectivement dans une organisation et on va mieux servir nos clients à la fin de la journée.
effectivement. On arrive presque à la fin. J'en profiterai pour vous remercier d'avoir participé, resté à l'affût pour le prochain webinaire. Mot de la fin, les gars? Beaucoup de plaisir. Ouais. J'ai apprécié la discussion avec vous. J'espère qu'on va avoir l'occasion de refaire un autre C'est tour de roue réciproque. ensemble. Ouais. Il en reste 2 autres, mais j'espère que les prochains, on aura l'occasion de s'y oui. retrouver. Merci. Merci. Merci Alex, merci Salut. Antoine. Merci. Merci.